C'est la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Ashraf Ourosama et Akleso Esso. À présent, on va passer au Cameroun. Le Cameroun où le président Paul Biya a prêté serment pour un 8e mandat. Le président camerounais Paul Biya, 92 ans et doyen des chefs d'État du monde, a prêté serment. C'était le jeudi dernier à Yaoundé pour un 8e mandat après une réélection contestée qui a déclenché des manifestations violemment reprimées. Paul Biya était dans un simple costume sombre, main droite levée. Il a prêté serment au cours d'une cérémonie à l'Assemblée nationale devant notamment les magistrats du Conseil constitutionnel. Je ne ménagerai aucun effort pour continuer à être digne de cette confiance, a-t-il ensuite déclaré dans un discours d'une vingtaine 2 minutes. Est-ce que Akleso Esso va dire aujourd'hui simplement que on tourne la page électorale au niveau du Cameroun ou bien le contentieux électoral reste encore tout entier? Non, il faut s'élever le requiem. La page est tournée. Il n'y a pas quelque chose qu'on va faire d'autre, étant donné que nous connaissons déjà ce que c'est que le Cameroun. Même s'il y a quelques-uns de ses fils qui ont prétendu changer toute l'Afrique, ils ne changent pas chez eux. Nous savons très bien que le dernier mandat même de Biya, tout ce qu'il a dit dans ce discours, ce n'est pas lui qui a dirigé. Il a passé la moitié du mandat en étant hospitalisé en Suisse ou en France. Donc, quoi qu'il ait dit ici, je pense que on dirait même qu'il ne sait pas qu'il est président, à part même le discours qu'il avait. Parce qu'au lendemain des élections, il a fait un discours, tu ne sauras même pas que... C'est comme il ne sait pas qu'on a fait élection. Donc moi, je me dis que Paul Biya, en fait, c'est un phénomène pour l'Afrique. Hein. On doit... mais vous avez quand même entendu ce mot dans son discours. Je ne ménagerai aucun effort pour continuer à être digne. C'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'il est déjà digne, fils de... Il n'y en a pas. J'ai dit, il a déjà la moitié de son mandat, c'est aller se faire soigner en Europe. Donc, en quoi est-ce qu'il est digne, puisque il n'y a même pas, déjà, c'est ce qu'on dit à tout moment, il n'y a pas d'hôpital digne au Cameroun pour le soigner. Et c'est avec son cortège, les dépenses qu'on fait pour côté santé à tout moment, bon, moi je ne pense pas que tout ce qu'il a dit devait bouger, ça ne fait ni chaud ni froid. Donc, disons que il est reconduit parce qu'ils ont eu des mécanismes appropriés pour que la population ne puisse pas les dominer, ne puisse pas avoir les dessus. Heureusement que Ashraf dit qu'il faut respecter la Constitution et que les élections, peu importe comment elles s'est faites, il faut la tolérer. Donc voilà, il est président et il sera un président mais pas un digne fils du pays comme il a dit. Ashraf, oui. Paul Biya a prêté serment. Je vais poser la question quand même de façon assez ironique. Oui. Est-ce que c'est Biya qui prête serment ou simplement un formalisme de serment, mais d'autres personnes continueront de diriger le Cameroun? Non, ce n'est pas un formalisme de serment. Je suis désolé, c'est Paul Biya qui a prêté serment. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut traiter avec des involtures le choix des Camerounais. Je crois que le choix des Camerounais portait sur Paul Biya. Et d'après le verdict de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel camerounais, il a remporté les élections à 53%. Et donc, on voit très bien que le score quand même a été serré et l'opposition quand même a battu quand même un travail formidable au-delà de tout. Parce que quand vous avez Issa Chiroma qui démissionne d'un gouvernement, au bout de 3-4 mois, il arrive à quand même réaliser un score au-delà de 30%. Il faut quand même comprendre que l'échiquier politique camerounais a quand même changé radicalement, parce qu'il suffit tout simplement de s'intéresser au score antérieur de Paul Biya pour comprendre qu'il a toujours remporté les élections au-delà de 70%. Et donc il y a une déliquescence aujourd'hui de son score. C'est pour dire tout simplement que il y a une véritable contestation de la jeunesse et d'une frange population des Camerounais qui ne sont pas du tout satisfaits de son bilan. Donc il y a quand même
plus ou moins une majorité des Camerounais qui continuent à faire confiance à Paul Biya, on ne peut que lui souhaiter bonne chance. Et donc, pouvoir présider ce pays-là pour les 7 ans à venir. Donc, ce n'est pas un formalisme, juridique. Je crois que je ne sais pas si vous avez vu cet extrait du serment qui est devenu un peu viral sur les réseaux sociaux, où le président du Conseil constitutionnel l'invitait à se lever et les images étaient quand même filmées d'assez loin, on ne sait pas à qui il parlait, c'était tellement son protocole. Et il dit, je fais quoi maintenant? Je dois me lever. Le gars dit, oui, vous devez vous lever. On a l'impression que c'est pas Paul Biya n'est plus, j'ai pas envie d'employer le mot sénile, mais 92 ans. Non, sénile, grabataire, ce sont des expressions que les gens emploient. Moi, je suis un Africain, je respecte beaucoup les aînés. Et donc, je crois qu'il est en capacité aujourd'hui de continuer à diriger ce pays-là. Sinon, les Camerounais, dans leur majorité, l'auraient pu le sanctionner en lui donnant peut-être 20% disons du suffrage. Il a remporté 53%. Donc, ce qui veut dire que on a demandé aux Camerounais est-ce qu'ils veulent s'inscrire dans la continuité ou dans la rupture. Ils ont choisi la continuité au détriment de la rupture. Donc, on ne peut que s'inscrire dans cette logique-là. Bon, maintenant, vous parlez de cette image. Non, c'est tout un protocole. C'est tout un protocole. Oui, même si là, il déjà. Qu'il va devoir se lever pour lever la main droite. Non, monsieur Samuel, même s'il a déjà participé. Non, même s'il a déjà participé. Non, même s'il a déjà participé à des événements de cette nature, je suis désolé, même s'il a déjà participé à des événements de cette nature-là par le passé, il peut demander quand même à des gens autour de lui quelle est la procédure à suivre. C'est tout simplement ça. Pour ne pas. Parce que vous savez très bien que c'est quand même une procédure quand même solennelle et à la limite sacrée. Et donc, il est réélu pour les 7 ans à venir à la destinée de ce pays-là. Donc, il ne peut que faire preuve. Il a le sens du détail. Il essaie quand même d'être méticuleux pour ne pas violer un certain nombre de choses. Donc, c'est de bonne guerre. Bon, maintenant, il a axé son discours sur la jeunesse. La question que je me pose, est-ce qu'il n'y a pas un déphasage entre la mentalité de Paul Biya et la jeunesse aujourd'hui? Mais comme on le dit, je crois qu'il est quand même entouré des compétences et ces chances-là seront quand même lui conseillées pour prendre des décisions les plus rationnelles possibles pour impacter la jeunesse camerounaise. Bon, maintenant, on ne peut pas parler de la victoire de Paul Biya sans parler de l'opposition camerounaise. Donc, voilà, je crois que l'opposition camerounaise a quand même raté le coche. La victoire de Paul Biya, c'est 53,66%. C'est son score le plus faible, il faut le dire. C'était souvent à la soviétique, 70-80. Alors, il dit aussi dans son discours cette phrase: je mesure pleinement la gravité de la situation que traverse notre pays. Je mesure le nombre et l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés et je mesure la profondeur des frustrations et l'ampleur des attentes. Alors, finalement, il a compris. 53%, c'est que de moins en moins de Camerounais me font confiance. C'est ce qu'il essaye de dire. Il avait compris depuis, si l'opposition a pu avoir 30%, c'est que c'est l'opposition qui a remporté l'élection. Je le dis parce que je dis qu'aujourd'hui, je trouve Ashraf, vraiment, je lui donne le titre il est devenu grand politicien et ça ne m'étonne pas. Donc, il voit les choses sur le point politique, donc ça ne m'étonne pas. Mais je dis que là où Paul Biya est, il n'a plus grand-chose à prouver au Cameroun. Et je ne sais pas si c'est le titre de doyen des présidents qu'il a voulu en étant encore là-bas. Et tout ce que Achiraf a dit, vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui sort de votre giron et qui vient vous combattre et obtient 30%. Ça voudrait qu'il y a une faille énorme dans votre réforme. Effectivement, je l'ai dit. Donc ça voudrait dire qu'en fait, il n'a plus la cote de popularité. Paul Biya n'est plus à la mode, mais c'est que, comme je le dis, en Afrique, la machine électorale est conçue à tel point qu'on fait tout pour limiter les dégâts. Donc, au lieu qu'il ait su une défaite grave ou gravissime, on a fait tellement qu'on a diminué son pourcentage pour dire qu'il est maintenu là-bas. Moi, je ne vois pas que Paul Biya et l'opposant là aller faire discours et Paul Biya l'a battu. Non, moi, c'est ça que je dis que c'est ça le malheur de l'Afrique. Sinon, il ne sait même pas
ce qu'il a dit, heureusement qu'Achraf l'a dit, il y a un déphasage entre lui et la jeunesse. Mais il est très bien entouré, j'imagine qu'il ne prend pas les décisions unilatéralement. Je suis désolé. Non, il ne prend pas des décisions unilatéralement. Je pense que sa femme, c'est Chantal Biya, non? Oui, Chantal. C'est elle qui a dirigé le pays pendant longtemps, malgré que lui, il est à l'hôpital. Vous n'avez pas les preuves. Non, Achraf, je te dis... Je ne sais pas pourquoi vous voulez ériger en règle ce que les gens racontent. Mais je suis désolé, est-ce qu'il y a une délégation de pouvoir? Monsieur Samuel, vous avez une preuve. Non, je veux poser. Laisse-moi terminer. Une minute, je vais quand même lui poser la question. Allez-y. Je suis un coach, je fais une formation sur le protocole administratif. Oui. Et si tu maîtrises bien le protocole administratif, le président ne peut pas venir et ne pas savoir ce qu'il doit faire. Oui. Et on ne demande plus si je dois me lever ou pas parce que le protocole est déjà respecté. Tu quittes ici, tu fais ici, tu fais ici. Donc si le président tâtonne, doute sur ce qu'il doit faire, après, c'est qu'il n'est pas lui-même. Je ne peux pas dire qu'il a amnésie ou quoi. C'est qu'il est oublieux de tout ce qui se passe. Il n'est pas là-bas. Il y a l'âge, il y a le poids de l'âge qui passe sur lui. Donc, c'est ce que vous avez dit. Quand tu me dis, et on a des informations, et je ne peux quand même pas dire si je suis à l'étranger, je t'appelle Achraf, dis-moi ce qui se passe dans la politique, tu vas me mentir. Quand on dit, on donne une information, tu fais des recoupages pour savoir, ça c'est vrai, ça pas. On ne peut pas venir prendre une information et venir dire. Et comme je te l'ai dit, je dis, durant 3 ans au moins, et quand il est à l'hôpital, Chantal, comment on l'appelle? Chantal Biya. Chantal Biya qui a dirigé le pays, même si elle n'est pas venue constitutionnellement pour dire non, mais c'est la première dame. Et on sait, tous ceux qui ont fait des velléités au Cameroun en ce temps, on sait parce qu'ils sont dans les girons de Madame Biya que tout ça s'est passé ici. D'accord. Non, j'aimerais poser la question à M. Akles aussi. Il a une preuve matérielle d'une délégation de pouvoir au profit de Chantal Biya. Non, je reprends à votre place. Tu reprends à ma place? Oui, je reprends à votre place. Il n'y a pas une preuve matérielle de délégation de pouvoir au profit de sa femme. Paul Biya toujours continue à diriger le pays. Il est entouré de son équipe. Il fait quand même 6 mois en Suisse. Il fait quand même 6 mois en Suisse. C'est pour cette raison que l'opposition a demandé aux Camerounais de choisir la continuité, la rupture. Ils ont choisi la continuité. Voilà, moi je ne suis pas dans une logique d'infantilisation des électeurs. Ils ont choisi le président en conséquence de cause. Et donc, on ne peut que respecter le choix des électeurs. Maintenant, quand on me parle d'un président fatigué, oui, le poids de l'âge, on le sait très bien. Mais je crois que dans le dossier de candidature, il y a quand même une expertise médicale. Il appartient curieux aussi. Oui, il appartient aux médecins. Ces experts, ces médecins assermentés, oui. Valident des candidatures de personnes dont même le simple taxi moto, quand il voit ces personnes de visu, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Non, monsieur Samuel, l'expertise médicale, on dit très souvent en philosophie que les faits bien observés valent mieux que toutes les hypothèses du monde. Les faits bien observés. Et je crois que un médecin dans l'exercice de ses fonctions, assermenté bien sûr, c'est très bien diagnostiqué. Si le président Paul Biya était inapte, je crois que l'expertise médicale aurait pu aller dans ce sens-là. Il y a au moins Bongo qui vous avait dit qu'il n'était pas inapte, mais par la suite on a su qu'il est inapte. L'expertise médicale aurait pu aller dans ce sens-là. Et donc aujourd'hui, il a été réélu. Et donc on a demandé à l'opposition d'être dans une logique de dynamique unitaire. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont dispersé leur voix. Ça profitait au président Paul Biya aujourd'hui, qui est réélu et qui continuera toujours de présider la destinée de ce pays-là pour un septennat. Et c'est le cas. Je crois que vous allez nous rebondir là-dessus. Donc, l'opposant qui pouvait véritablement le challenger, c'est le professeur Maurice Kamto, qui a également fait... Voilà. Donc, quand vous dites écarté, pour moi, c'est une expression qui est totalement péjorative. Je suis désolé. Il a été écarté sur quelle base? Depuis qu'il est au pays, on ne sait pas que ce dossier était en ordre. Le code électoral camerounais est quand même assez clair. C'est-à-dire que pour participer aux élections présidentielles, vous devez avoir au moins des conseillers municipaux, des conseillers régionaux. Le professeur Maurice Kamto a boycotté les élections municipales. Il n'a aucun élu local sur le plan du territoire. Il a démissionné de son parti pour aller adhérer au parti de M. Anissé Ekane. Le juge a constaté les carences dans la constitution de son dossier en disant, monsieur, vous ne pouvez pas faire du débauchage. Ce n'est pas parce que vous appartenez à l'origine au parti MRC, vous n'avez pas d'élus locaux. Par conséquent, vous ne pouvez, c'est du droit. La jurisprudence camerounaise est quand même assez claire là-dessus. Il a été écarté sur des motifs légitimes, sur des motifs fondés sur le droit. C'est tout ce qu'on dit. Et donc aujourd'hui, il faut respecter le choix des Camerounais. Dans les prochains jours, on verra quels seront les
les chantiers. Je crois que si j'ai une recommandation à faire à M. Paul Biya, c'est qu'il faut vraiment, au président Paul Biya, si je m'en excuse, c'est d'inverser vraiment les tendances, parce que vous ne pouvez pas avoir un budget de l'État qui est consacré au budget de fonctionnement de l'État. Je crois qu'il faut consacrer beaucoup plus le budget le budget de l'État camerounais au budget aux investissements plutôt qu'au budget de fonctionnement de l'État. Alors, voilà. Vous évoquiez tout à l'heure le contentieux, en tout cas du côté de l'opposition. Oui. Il y a eu cette déclaration de M. Issa Chiroma Bakari. Il y a deux présidents désormais, le président désigné par le peuple camerounais que je suis et le président nommé par le Conseil constitutionnel que vous connaissez. Donc, pour lui, malgré la prestation de serment de Paul Biya, le contentieux reste entier. Il est encore dans son monde pensant que quelque chose va changer, où il attend une certaine manifestation de l'opposition, de la jeunesse. C'est ça que je suis en train de dire à Chiraf, que tout ne s'est pas déroulé comme il le faut. Voilà les déclarations. Il dit que lui, il a été élu par le peuple et que c'est le Conseil constitutionnel qui a élu Paul Biya. Mais le Conseil constitutionnel n'est pas au-dessus du peuple. En réalité, il y a une continuité entre ce que le peuple donne comme résultat et ce que le Conseil constitutionnel valide. Je parle de l'OCNI, vous me prêtez l'expression. Donc, normalement, il ne devait pas avoir une dissociation entre les informations de ce qui s'est passé, parce que tout est informatisé. Si l'opposition dit qu'en faisant les choses, on a constaté que nous sommes à la tête, et nous sommes en tête et c'est nous qui devons l'apporter. Et par après, le Conseil constitutionnel dit que le Conseil constitutionnel est comme chrysogène, parce que c'est eux qui créent le problème. Si on peut, parce que moi je ne vois pas actuellement tout ce qui s'est passé comme que le Conseil constitutionnel a dit la vérité. C'est ça je dis. Moi j'ai peur je respecte le droit, je respecte les juristes, mais maintenant j'ai peur du droit, parce que si les juristes qui sont censés pratiquer la norme, prendre la norme comme exemple et régler les problèmes, les juristes se taisent quand le peuple est biaisé, est assujetti à des vices, et venir clamer quand c'est le bourreau qui leur nomme, ça n'a pas de sens. Donc moi je dis, c'est vrai que ce que l'autre a dit, il est toujours, pour lui, il y aura toujours jamais, ce qu'il ne verra jamais, c'est que il faut célébrer la fin de la création. Mais comme je l'ai dit, je te le redis, je dis que tout n'est pas comme tu le penses que le peuple a dit. Non, je l'ai déjà dit. Moi, je veux qu'on dissocie les militants du peuple, parce que ici, si on veut vraiment, il n'y a pas un mécanisme qu'on nous a appris, parce que quand les gens disent qu'on les a volés, vous pouvez dire que ce n'est pas anodin. Si on n'a pas volé, vous n'allez pas dire qu'on n'a pas volé. Maintenant, il faut prouver qu'on nous a volé, aussi prouver que ceux-là, ils mentent. Mais il n'y a aucun mécanisme qui est mis en place. Et c'est même la raison pour laquelle je pense que Paul Biya parle de façon un peu raisonnée en disant que il a pris la mesure des choses. Il a pris la mesure des choses. Non, je crois que la position de l'opposant. Non, je crois que le ministre Issa Chiroma doit avoir raison gardée, parce qu'on ne peut pas aller aux élections si on ne fait pas confiance à la CENI, si on ne fait pas confiance à Election Cameroun, si on ne fait pas confiance au code électoral, si on ne fait pas confiance au Conseil constitutionnel. Je suis désolé, si vous êtes dans une posture de défiance vis-à-vis des institutions de la République, inscrivez-vous dans une logique de boycott. À partir du moment où vous avez accepté. Il vient de dire que notre avait boycotté. On a refusé son dossier. Je dis bien, à partir du moment où vous acceptez d'aller aux élections, c'est que veut dire que vous êtes d'accord avec les règles du jeu. C'est tout simplement ça. Donc, la loi étant l'expression de la volonté générale. Donc, les résultats s'imposent à lui. On accepte, on est dans l'obligation d'accepter les résultats, mais on n'est pas obligé d'être d'accord pour les résultats. La loi étant l'expression de la volonté générale, je crois que le code électoral camerounais est une loi. Vous êtes tous d'accord avec moi. Donc, la loi étant l'expression de la volonté générale, je demande au président Issa Chiroma de ne pas être dans une logique de défiance des institutions. Je suis désolé. Mais dans tous les cas, il est quand même, s'il estime que le Cameroun est très mal dirigé et que le bilan de Paul Biya est quand même assez calamiteux, je suis désolé. Il vient de démissionner il y a de cela 4 mois. Il est comptable quand même du bilan de Paul Biya. Disons quand même les choses de manière très claire. Et donc le peuple a choisi Paul Biya en disant oui, au-delà en dépit de toutes les carences que nous avons acceptées, nous allons quand même vous accorder le bénéfice du doute en vous accordant encore 7 ans. C'est vrai, le score qu'il a toujours fait antérieurement par rapport au score actuel
on l'a souligné, on voit très bien qu'il y a quand même une contestation quand même assez forte, parce que 53%, c'est quand même assez faible vis-à-vis des scores qu'il a eu par le passé. Et donc, il est quand même assez conscient des choses, puisqu'on estime que Paul Biya est aujourd'hui, le président Paul Biya est un homme gravateur qui n'arrive pas à cerner quand même la réalité des choses. Il a dit très clairement, je mesure quand même la profondeur de la contestation qu'il y a quand même dans le pays. Et donc, 53%, il sait très bien qu'il y a une frange de la population aujourd'hui qui n'est pas d'accord avec sa politique. Et donc, c'est à lui d'avoir une démarche beaucoup plus inclusive, avoir des projets gouvernementaux beaucoup plus pertinents pour donner satisfaction aux Camerounais dans les prochains mois. Quelles sont les marges de manœuvre de cet opposant aujourd'hui? Non, Parce qu'on voit aussi des pays où au lendemain des élections, on fait des contestations. Dans d'autres, on a marché pendant 5 ans, mais rien n'a bougé. Hein. Non, je pense que d'abord, sa marge est limitée. Et peut-être que c'est pour l'appeler un jour, il va faire gouvernement d'union. Si on lui avait déjà proposé d'être Premier ministre, il a dit non. Non, est-ce que, attendons les 3 prochains mois pour voir s'il a réellement refusé. Bon, il y a eu un plan sur lequel je suis d'accord avec Achraf au moins, et il a travaillé pour le régime. Et donc, peut-être que c'est la poursuite de l'opposant qui le dérange actuellement, mais c'est maintenant même qu'il est opposant qu'il peut accepter. Moi, je ne suis pas d'accord que quand il y a la gestion du pays, on doit le faire de façon séparée pour dire que nous sommes de l'opposition. Non, il y a la co-gestion. Et si les Blancs ont évolué aujourd'hui, c'est que vous n'allez pas confondre au niveau de l'administration les gens de l'opposition au niveau des Blancs et les gens de l'administration. On prend des compétences des deux côtés et c'est la destinée du pays que ces deux potentiels désirent. Donc, moi, je ne suis pas d'accord qu'il ait refusé. Donc, on a qu'à revoir si, en rentrant dans le gouvernement, il peut changer beaucoup de choses. Et du moins, c'est les prochaines élections, il peut les préparer. Et mieux que cela, parce qu'il aura un regard là-dessus, puisqu'il sera le numéro 2 après Paul Biya. Donc, je pense que il n'a pas d'autre marge que d'accepter cela, ou carrément il va marcher des semaines ou des mois durant, ça ne va pas dépasser quand même 1 an, sans résultat probant. Et je pense Maurice Kanto, comment vous l'appelez là, le conseiller Maurice Kanto, l'opposant traditionnel peut même venir lui voler la vedette. Imaginez que supposons que... En réalité, lui, il est passé en tête parce que Kanto a été écarté. Ouais, c'est ce que je dis. Donc, c'est ça que je dis que s'il refuse aujourd'hui que Kanto revenait, ça veut dire que l'engouement que Kanto avait avant va renaître et que lui, il serait passé au 2e ou 3e plan. Donc, ça serait mieux pour lui d'accepter du moins un gouvernement d'union sérieux et par rapport aux ambitions qu'il avait pour le peuple et du moins essayer de se battre pour la population. D'accord. Alors, maintenant... est-ce que... Oui. Non, pour rebondir, je crois qu'il faut faire extrêmement attention. Monsieur Samuel, vous savez très bien que je suis auteur d'un ouvrage sur la Cour constitutionnelle togolaise. Et donc, je crois qu'il y a un certain nombre... Vous faites bien de le dire, que j'ai avec moi ici, effectivement. La Cour constitutionnelle sous la 4e République, contribution d'une institution clé à l'état de droit au Togo. Effectivement. Moi, j'aurai le privilège de présenter cet ouvrage-là ici. Donc moi je crois que les récriminations qui sont très souvent formulées à l'égard des magistrats ou des juges de la Cour constitutionnelle, c'est on estime qu'ils ne sont pas impartials et qu'ils rendent compte, par exemple, les mécanismes de désignation des membres de la Cour constitutionnelle fait qu'ils rendent compte directement au président de la République. Moi, je crois qu'il y a un contentieux post-électoral qu'il faut respecter. Lorsque vous participez à une élection, il y a une période, il y a un délai raisonnable d'un contentieux post-électoral. Il appartient aux partis d'opposition d'apporter des preuves matérielles pour mettre à mal les procès-verbaux de l'institution chargée d'organiser des élections ou des PV transmises aux juges constitutionnels. Je te donne un exemple. Quelqu'un problème à Sokodé, il a envoyé ici, la Cour lui donne 24 heures pour aller corriger le dossier à mener. Qu'on peut quitter
nommé pour aller sur le changer de venir. C'est anormal. Non, non, tu parles de ça, on n'a pas entendu. Quand on a insisté, on n'a même plus donné à la personne pourquoi son dossier est rejeté. Le code électoral est quand même assez clair. Le code électoral, c'est le code dit que quand tu déposes les dossiers au niveau de la CELI, on t'informe, on t'informe sur l'irrégularité de ton dossier pour que tu puisses corriger avant que le dossier n'aille à la proportionnelle. Non, je parle du contentieux post-électoral. Le contentieux post-électoral porte sur les résultats. Non, c'est maintenant que tu parles de fausse procédure. Ce qui veut dire que si nous estimons qu'il y a eu des tentatives de fraude ou des preuves matérielles des fraudes massives dans une circonscription électorale ou dans une partie du pays, nous apportons la preuve. Il appartient au juge constitutionnel d'apprécier souverainement et de tirer des conclusions. Est-ce que le ministre Issa Chiroma s'est inscrit dans cette logique? Il n'a pas respecté le délai du contentieux post-électoral. Il ne s'est pas présenté devant le juge constitutionnel pour apporter des preuves matérielles. Il s'autoproclame vainqueur. Moi, je crois que c'est une démarche qui peut entraîner des troubles véritablement à l'ordre public. Et donc, ça s'appelle des informations tendancieuses. Et donc, c'est puni même par le code électoral. Et donc, ne soyez pas étonnés que la machine judiciaire se mette en branle contre Issa Chiroma dans les prochains jours. Voilà. Donc moi je crois qu'il faut respecter le contentieux post-électoral. Il appartient aux partis d'opposition d'apporter des preuves matérielles des victoires remportées dans des je pense qu'il y a une contradiction. On ne peut pas demander à quelqu'un de rentrer dans le gouvernement en lui posant le poste de Premier ministre et il dit encore qu'on va le poursuivre. C'est antinomique. Vous ne pouvez pas proposer un poste à la personne et dire que vous allez la poursuivre. Le gouvernement a annoncé son intention d'engager des poursuites judiciaires contre l'opposant dénonçant ses appels répétés à l'insurrection. À l'insurrection, oui. Et Samuel, je vais prendre... Vous êtes d'accord avec ça, l'appel à l'insurrection? Non, moi je ne suis pas d'accord avec l'appel à l'insurrection. Ne prenez pas le cri d'alarme de l'opposant comme appel à l'insurrection. Il n'a pas dit aux gens de sortir et de faire quoi? Il dit qu'il a gagné. Pour le moment, l'appel à l'insurrection, il faut le distinguer. Ce qui veut dire qu'il a des preuves matérielles de ça. Quand vous parlez de preuves matérielles, vous voyez, et Samuel, quand vous lisez notre code électoral, par exemple, on dit qu'il faut approcher les preuves matérielles. Mais sur le terrain, on empêche les délégués et les observateurs de faire les photos de ce qu'ils voient. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle preuve matérielle? Si je ne peux pas faire photo et montrer quand vous dites quelque chose, et vous pouvez l'annoncer aux policiers, tout ce qui est là-bas, mais quand vous venez à la cour constitutionnelle, on va dire les preuves de ce que vous dites sont où? Mais la vraie preuve matérielle, c'est les photos et les vidéos que je prends. Puisqu'il y a des experts pour la cour constitutionnelle de vérifier cela, mais on rejette d'emblée tout cela parce que c'est interdit de faire les photos et tout ça le jour des élections. Donc quand vous parlez de ça, c'est pourquoi je dis que j'ai été observateur pour les 4 grandes élections législatives, municipales, présidentielles et encore municipales. Donc tout ce qui se passe sur le terrain. Vous avez les preuves matérielles. Monsieur Samuel, je vais vous donner un exemple très concret. Je ne dis pas que tout est parfait, mais je dis tout simplement que les institutions jouent leur rôle. Lors des élections communales, nous avons la Chambre administrative de la Cour suprême qui a proclamé les résultats des élections communales. Nous, on a eu un contentieux post-électoral, c'est-à-dire que tous les partis politiques avaient le droit de produire des mémoires en contestation des résultats dans leurs circonscriptions électorales respectives. Mon parti, le Parti démocratique panafricain, a introduit un mémoire contestant les résultats d'un siège du MPDD dans le Cloto 1. Le juge de la Chambre administrative de la Cour suprême a pris des mesures correctives eu égard des preuves matérielles que nous avons apportées. Au début, le siège a été attribué au parti MPDD. Au final, nous avons remporté les élections en prenant ce siège. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'au-delà de tout, le juge apprécie les preuves matérielles que vous l'apportez et tire des conclusions définitives. J'ai des preuves matérielles de ce que je dis. Le PDP n'est pas le seul bénéficiaire du contentieux post-électoral. Il y en a également des partis également qui en ont bénéficié. Donc c'est pas simplement, moi je fais confiance aux institutions de la République. Je ne dis pas que tout est parfait. Moi, mais il faut respecter le contentieux post-électoral parce que le code électoral le prévoit. Je dis, j'aurais plus de confiance aux institutions si les juges ne sont pas nommés, si les juges étaient élus, si la Cour constitutionnelle, on a passé une élection
ils ne seront plus débitaires de qui que ce soit. Quand tu dis par rapport à ça, imagine que c'est le contentieux que vous l'avez eu avec UNI. Je suis sûr que le ça ne sera pas la même. Non, Et je vais t'expliquer quelque chose. Vous, peut-être, vous n'avez pas occupé tout le territoire. Imaginez un parti qui a déposé sa candidature partout, dans toutes les situations. Si vous faites ce contentieux, il faut faire le rapport de tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Oui. Non, vous voyez que le temps pour faire ce... Tu peux me dire que quelqu'un comme Apévon ou quelqu'un comme un juriste ne sait pas comment faire une procédure pour faire le contentieux électoral. Donc, peut-être le temps ne suffit pas ou la lourdeur de la procédure aussi. Quel problème? Si vous dénoncez la lourdeur de la procédure, il suffit de simplement de faire un plaidoyer pour changer les dispositions du code électoral. On ne va pas le changer aujourd'hui. D'accord. Sont dans cette logique. Donc il faut respecter le code électoral. Il faut donner le bénéfice du doute on va revenir maintenant aux institutions de la République. Au dernier sujet, c'est le Togo, où Faure Gnassingbé mobilise les partenaires pour la paix dans le Grand Lac. La communauté internationale s'est réunie le 30 octobre dernier à Paris à l'initiative conjointe du Togo et de la France pour un soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs en proie à une crise humanitaire. Cette rencontre diplomatique co-présidée par le président du Conseil, Faure Gnassingbé, et son homologue français était Faure Gnassingbé, en même temps médiateur de l'Union africaine, également le président de la RDC, le président français Emmanuel Macron ont assisté à cette rencontre. La conférence a enregistré également la participation en ligne du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ainsi que plusieurs autres personnalités. J'ai parlé d'Antoine Félix Tshisekedi, le Qatar, le Rwanda, l'Angola, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie étaient représentés. Moi, j'ai envie de poser cette question de façon triviale. Beaucoup de réunions pour si peu de résultats dans les Grands Lacs. Oui, beaucoup de réunions pour si peu de résultats dans les Grands Lacs. Et pour une simple raison. Vous savez très bien que les conflits armés sont d'une c'est extrêmement difficile de cerner des conflits de cette nature-là. Et donc, on sait très bien que les conflits dans les Grands Lacs ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a eu quand même des tentatives de résolution des crises qui n'ont pas abouti. Donc, moi, je suis quand même très optimiste. Ce n'est pas parce que il y a eu des tentatives antérieures qui n'ont pas abouti, qu'il ne faut pas s'inscrire toujours dans cette logique-là. Moi, je crois qu'il faut toujours continuer à multiplier des efforts. Et donc, aujourd'hui, on a un président de la République, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, qui a pris son bateau de pèlerin pour offrir ses bons offices. Il a été choisi par l'Union africaine pour apporter des solutions de sortie de crise. Donc, on ne peut que l'accompagner. Et donc, moi, je crois que depuis le début jusqu'à aujourd'hui, j'essaie quand même de le regarder de loin. Je crois que ces propositions, sa démarche est quand même assez pertinente. Bon, maintenant, est-ce que sa démarche seule suffit pour régler cette crise? Non, il faut la bonne foi et la volonté manifestée également de tous les acteurs également de résoudre définitivement cette crise, parce que ce sont les populations de cette partie du monde-là qui en souffre énormément depuis des années. Et donc, je crois que tout le monde a droit au bonheur. Et donc, il faut proposer des solutions de crise. Donc, c'est à l'initiative de la France et du Togo. Donc, puisque le président Macron et le président Faure Gnassingbé ont présidé cette réunion-là, donc je crois que des solutions ont été proposées. Donc, il faut une convergence vraiment des points de vue pour résoudre ces conflits. Je le dis encore une fois. Vous n'avez pas l'impression que on est en train de tourner autour du pot dans ce conflit? C'est comme si on a un conflit dont on sait les commanditaires, mais on fait des réunions, on essaie de tourner autour du pot. Oui, on connaît très bien les origines profondes de cette crise. On connaît très bien les commanditaires. Mais vous savez très bien qu'on ne résout pas comme ça des crises quand même d'une baguette, d'une magie. Il y a quand même des phases préalables. Il faut appeler tous les parties à la table des négociations et essayer de résoudre cette crise-là. Donc, je suis quand même assez optimiste. La France, le Togo, un certain nombre de pays africains sont dans une démarche inclusive, puisque le président Faure Gnassingbé a employé une expression que j'approuve totalement. Il a
il a parlé d'une appropriation locale de résolution des conflits africains. Et donc, je crois que les problèmes africains doivent être résolus par des solutions africaines. Je crois qu'il milite dans ce sens. Et donc, moi, j'invite tous les Africains à s'inscrire également dans cette logique-là si on ne veut pas dépendre de l'Occident éternellement. Est-ce que que pensez-vous d'abord de cette initiative que Lomé et Paris travaillent ensemble? D'ailleurs, je note, puisque Achraf a fini sur ce point, qu'il faut une résolution africaine des conflits africains. La réunion ne se déroulait pas en Afrique. D'abord, moi, il y a une connotation, la paix. C'est ça qui me dérange. Je pense que nous confondons la stabilité et la paix. Donc c'est ça. Puisque jusqu'à présent, il n'y a aucun coin du monde ou de l'Afrique où il y a la paix. Donc on peut sporadiquement avoir une certaine stabilité, mais ce n'est pas la paix. Et aussi, la question que tu m'as posée, c'est que moi, j'ai déjà ri, parce que quand Achraf a chuté, il dit qu'on n'a qu'à faire pour ne pas avoir cette quoi de l'Occident. Mais l'Occident n'a pas demandé à s'impliquer dans notre résolution de paix. C'est nous qui les faisons appel. Qu'est-ce que l'Afrique a fait jusqu'à présent? N'eût été l'intervention des États-Unis, même en RDC, on n'allait continuer pas à envenimer la situation là-bas. On sait que c'est le Rwanda et les équipes. Il suffit qu'on dise, Rwanda ne fait plus. Et le problème est réglé. Mais cette conférence multipliée ici, on vient même de parler aujourd'hui du Nigeria. La résolution africaine n'est pas encore sur la table. Et c'est quand on va essayer de résoudre, on va dire que non, il faut une solution africaine pour les problèmes africains. Non, c'est pas ça. Donc moi, déjà, je pense que le président Faure a été médiateur dans plusieurs conflits qu'il a réussi brillamment. Bon, si on l'a désigné, et cette fois-ci, dans ce cas, bon, je pense que c'est par rapport à l'expérience qu'il a eue, ou peut-être qu'il a un vocable qui permet aux autres de s'entendre mieux que cela. Et n'oublions pas qu'il y a des gens aussi avaient été médiateurs sur plusieurs conflits africains. Donc, je ne peux pas tabler sur ça pour caracoler le Togo par rapport à tout. Le vrai problème, c'est que cette résolution, une fois que le président essaie de trouver les solutions pour les problèmes de toute l'Afrique, que le président utilise la même baguette magique pour tous les problèmes togolais, les solutions aux problèmes togolais. Non, restons sur le sujet. Je suis dans la politique étrangère. La politique étrangère, c'est la politique locale, les politiques locales réunies pour régler sur un problème local. En fait, quand vous parlez de politique étrangère, ce sont des problèmes locaux qu'on transporte sur le plan étranger ou sur le plan international pour en parler. Donc, quand moi je dis, une fois qu'on connaît nos présidents sur ce statut, moi je pense que ça pouvait galvaniser tout le monde, d'aller partout. Et en plus, vous allez voir que les Togolais, il y a quelques personnes, les gens ne comprennent même pas que le président soit en France, mais c'est la politique et c'est la diplomatie. C'est là où les gens, on n'a jamais dit et c'est quoi ce qu'Achraf dit, je le prends en partie, on n'a jamais dit que le blanc est notre ennemi. Mais on a dit qu'il faut qu'il y ait le respect dans les relations qu'on a avec les Blancs. Mais les gens le prennent comme si on a fait une promesse saine qu'on ne va plus traiter avec les Blancs. Non, Achraf. Monsieur Samuel, moi j'aimerais apporter une nuance parce que vous avez parlé des solutions. Vous avez dit que on a parlé. Laissez-le terminer rapidement. Moi, quand vous dites que c'est vous qui dites qu'il faut une solution africaine au problème africain, ça veut dire que vous voulez que le problème soit réglé localement. Oui. Maintenant, si on transporte le problème africain sur le plan international, ce n'est plus un problème africain, mais quand on donne cette résolution qui va régler un problème africain, ça peut se régler dans chaque État. Ce que moi j'ai dit. Je ne suis pas d'accord avec cette lecture. Non, tu n'as pas besoin que tu sois d'accord. Je n'ai pas besoin que tu sois d'accord pour ça. Je ne suis pas d'accord. J'exprime mon désaccord. Non, je suis d'accord avec toi. C'est ton droit d'exprimer ton désaccord. Seulement que je le dis que je ne peux pas être un bon père quelque part et ne pas l'être dans ma main. C'est ce que je dis. Et moi je dis, étant donné que le président a une bonne image actuellement, que ça se perd chez nous. C'est tout ce que je dis. Et j'ai déjà dit à Samir que moi, je dirais même que ce sont des réunions de trop parce que on peut régler ça d'une manière très simple. D'accord. Achraf. Je dis tout simplement, je ne suis pas d'accord avec cette lecture des événements parce que ce n'est pas parce qu'on délocalise une réunion de cette nature-là à Paris que les solutions ne seront pas. Ça ne devait jamais avoir lieu à Paris. S'il faut régler les problèmes africains laissez Achraf aller au bout. Je dis, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on délocalise une réunion de cette nature-là à Paris que les solutions ne seront pas africaines. Je crois que le président Faure Gnassingbé l'a réaffirmé encore une fois. Et je vais
reprendre les propos du ministre des Affaires étrangères, le professeur Robert Dossé, qui parlait de l'urgence d'une solution concrète aux besoins d'une population locale. Si le président Faure Gnassingbé a décidé, disons, de présider conjointement cette réunion avec la France, c'est à cause d'un certain nombre d'implications au-delà du tout, parce que, quoi qu'on le dise, la France quand même a un poids également dans cette région-là. Vous avez des multinationales, vous avez des intérêts économiques, et donc, c'est une invitation qu'on envoie également aux pays occidentaux d'être beaucoup plus regardants face à la détresse de la population. Et donc, pour leur dire tout simplement que il y a une volonté manifeste africaine aujourd'hui de régler définitivement cette crise-là. Nous voulons l'implication des autres. Est-ce que l'Afrique seule peut se suffire pour régler ce conflit? Non. Non, parce que nous connaissons très bien le conflit des Grands Lacs qui est d'une complexité indescriptible. Donc c'est pour cette raison... Cette zone est confrontée à l'un des plus vieux conflits au monde. Oui, justement, et c'est cela ma question aujourd'hui, parce qu'avec l'intensification qu'on a connue très récemment, on sait qui est derrière. On sait par exemple le Rwanda. Tout le monde oui, voilà, justement, tout le monde Rwanda, a dénoncé l'Ouganda, du Rwanda. Le Rwanda, petit poussé, qui attaque le gros géant Congo, le Rwanda qui vend des matières premières sans en être producteur et tout cela, on a l'impression finalement qu'on se réunit, on fait de grands discours alors qu'on connaît véritablement les gros problèmes. On ne veut pas dire qui a fait quoi, prendre les sanctions qu'il faut pour arrêter la situation. Non, mais au-delà de tout, oui, il faut nommer... C'est vrai que peut-être moi je suis réducteur. Oui, vous êtes quand même assez... Vous êtes assez... Quand vous occupez des postes de responsabilité, je ne crois pas qu'on ait cette grille de lecture. Hein, on ne résout pas des conflits de cette nature-là. Moi, je considère la réunion de Paris comme une réunion préparatoire et que nous aurons des étapes décisives dans les prochaines semaines. Donc, il y aura des réunions de cette nature-là dans les prochaines semaines sur le continent africain et qu'on pourra définitivement résoudre ce conflit-là avec les intéressés. Et donc, j'ai l'intime conviction qu'il y a une volonté manifeste du président Paul Kagame, du président Tshisekedi, disons, de tous les pays des Grands Lacs de trouver une solution définitive. Et donc, l'activisme aujourd'hui de Faure Gnassingbé nous montre suffisamment qu'il y a une volonté manifeste des partis d'aller dans ce sens-là. Donc, il faut lui accorder le bénéfice du doute. Je crois qu'il a une feuille de route de l'Union africaine, qui est une institution quand même régionale, donc ça pèse véritablement. Donc, il n'agit pas institut personnel. Donc, il a reçu quand même des prérogatives. Donc, je crois qu'il a quand même toutes les chances de résoudre ce conflit-là. Et donc, je crois qu'il y a une offensive de la diplomatie togolaise ces dernières années. Et donc, la réussite, elle est quand même assez visible. On ne peut que jeter des fleurs au professeur Robert Dossé, qui reçoit quitus du président Faure Gnassingbé. Sur ce plan-là, je crois que nous sommes quand même assez remarqués sur le plan international. Moi, je crois qu'il faut nous inscrire dans cette continuité-là. Et donc, nous sommes quand même assez d'accord, même si on peut relever quelques insuffisances. Donc, inscrivons-nous dans la continuité. Je crois que nous pourrons inscrire le nom du Togo dans le panthéon de l'histoire concernant la résolution de cette affaire-là. Dans les propositions du président togolais Faure Gnassingbé, il a fait une proposition à trois axes. Il parle d'une réponse africaine durable et souveraine à la crise dans les Grands Lacs. Il parle d'une nécessité d'une gouvernance africaine à la réponse humanitaire. Et c'est le troisième point qui m'intéresse. Il dit de rompre avec l'économie de guerre, je cite, dans l'est de la RDC, la souffrance des populations ne vient pas seulement du conflit, mais de l'économie de guerre qu'il entretient. Nous devons rendre traçable chaque ressource, intégrer les communautés dans les chaînes légales et faire de la transformation locale une priorité de sécurité. J'ai l'impression que le chef de l'État togolais, il touche du doigt quelque chose de très précis ici. Cette économie de guerre, c'est ça qui nourrit la guerre et c'est le nœud véritablement du problème. Il est facile de s'y attaquer comme ça? Étant donné qu'il a la feuille de route de l'Union africaine, c'est au nom de l'institution qu'il parle. Donc déjà, n'oublions pas qu'il y a eu un travail en amont pour citer ça. Ce n'est pas que lui seul qui avait dit. D'abord, Tshisekedi même avait énuméré pourquoi la guerre s'envenime à tout moment par rapport à ça. Parce que tu n'es pas sans savoir qu'entre-temps, on avait incorporé certains membres de M23 dans l'armée congolaise qui sont sortis parce qu'on ne voulait pas les garder par rapport à une histoire. Donc, je pense qu'il n'a fait que toucher du doigt parce qu'il a ce pouvoir régalien qu'il a reçu de l'Union africaine. Maintenant,
moi, je suis un peu perplexe du fait qu'il est mentionné aussi que, comme si la solution qui serait acceptée par le monde entier, c'est celle qui viendra forcément des Africains. Je sais pas. La bonne solution peut venir de tout le monde, sauf que il faut une solution durable et définitive. C'est ce que nous voulons. La solution durable et définitive, ça voudrait dire que ça ne va plus se répéter. Parce qu'on a plusieurs fois appelé le Rwanda et la RDC à table de discuter, mais ça n'a jamais marché. Et comme l'économie de guerre, je pense qu'on peut le voir de deux manières. Soit ça nourrit les multinationales occidentales, et également ça nourrit le développement de Rwanda. Donc le Rwanda s'enrichit par rapport aux ressources minières et tout ça là de RDC. Donc quand il parle de communauté, donc une fois qu'on vend les choses illicitement et que l'argent retourne en Rwanda pour construire le pays, et c'est ça, il est en train de numérer par l'économie de guerre. Si je prends du côté de Rwanda, où les multinationales qui achètent à vil prix ces marchés et redonnent des armes au bourreau de la population pour qu'ils ne continuent pas à perpétrer ce qu'ils font. Donc, je pense dans la logique du président Faure, je pense il dit si on met une comptabilité claire et nette sur place et que les gens, il y a plus comment ils appellent des paradis fiscaux par rapport à ce qui sort de RDC, on verra qui achète quoi et comment et ça va où. Je pense que c'est ce qu'il essaie de dire là-bas. Donc pour lui, en ayant une forte comptabilité... C'est quand même des mécanismes complexes. C'est complexe. Bon, je ne doute pas qu'il mesure la portée de ce qu'il dit, mais... Non, c'est pourquoi je dis... Au regard de cette zone de oui, tous non, mais les il y a des mécanismes. qu'il y a là-bas... Il y a des mécanismes. Et vous savez, je l'ai dit, il est en France, il y a beaucoup d'Occidentaux dans la Réunion, il y a beaucoup de gens des pays arabes dans la Réunion, et tous ceux-là aussi, quelque part, vivent, se nourrissent de cette économie. Oui, non, effectivement, non. Moi, c'est ce que j'ai dit par rapport aux multinationales. Quand je dis qu'il a parlé d'économie de guerre, je vais chuter pourquoi je rappelle la parole. Moi, je pense que si les États-Unis peuvent contrôler le réseau fiscal américain par rapport à qu'est-ce qui sort et qu'est-ce qui rentre, et que les Français puissent le faire, je pense, avec des drones et des machines bien adaptées, on peut le faire. Pour ne pas dire que ce n'est pas, ça ne vient pas, le fond ne s'est pas levé pour dire ça, c'est qu'il y a eu au sein des Nations Unies une solution adéquate par rapport à ça. C'est pourquoi il a énuméré. Non, je crois à la capacité de l'Union africaine de résoudre définitivement cette crise. Et si le président Faure Gnassingbé a fait une déclaration de cette nature-là, je crois qu'il y a un travail et un scientifique qui a été fait en amont pour faire de telles déclarations. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec le diagnostic qui a été fait. Il faut en finir vraiment avec l'économie de guerre. Et qui nourrit une économie de guerre? Il faut dire les choses très clairement. Ce sont les multinationales qui nourrissent cette économie de guerre. Donc, il faut véritablement engager la responsabilité de ces multinationales-là. L'Afrique ne peut pas continuer à être laxiste économiquement. C'est-à-dire que vous avez des prédateurs, des multinationales qui viennent piller nos ressources et qui financent également des communautés. Ces communautés-là crée des conflits de toutes sortes et on inflige des expériences douloureuses, ça crée la détresse des populations de toutes sortes. Donc je crois qu'il faut en finir avec ça. Il faut appeler les multinationales à cesser disons ce sale besogne-là qu'ils font au quotidien dans cette partie du monde. Donc je crois que le diagnostic a été fait. Bon, maintenant, comme on le dit, le diagnostic doit être accompagné de quoi? Le diagnostic doit être accompagné des solutions concrètes. Maintenant, c'est quoi les solutions concrètes? C'est qu'il faut se donner les moyens d'y parvenir. Pour se donner les moyens d'y parvenir, je crois que tous les pays africains doivent véritablement s'engager véritablement dans la résolution de cette crise-là. Donc le leadership de Faure Gnassingbé aujourd'hui très apprécié, donc je crois qu'il faut l'accompagner dans ce sens pour trouver une solution durable. Ashraf Ouro Sama, oui. Merci d'être passé. Oui, merci beaucoup, monsieur Samuel. Je crois que c'est un travail de sacerdoce qu'on fait ici. L'émission est très suivie, donc merci à
nos téléspectateurs. Je crois que nous reviendrons pour donner notre avis sur un certain nombre de sujets. Cléso Esso, merci à vous également. Merci et surtout, bon vent à Achraf qui est devenu un grand politicien. Non, il merci à vous tous d'avoir suivi Le Monde en 7 ce samedi. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain. Merci.